Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Été 1999. Dans les montagnes afghanes, où il s'est réfugié, Ben Laden prépare un attentat d'une envergure inégalée. Pour mettre toutes les chances de son côté, il a confié l'organisation de cette opération à Khalid Sheikh Mohammed, un Pakistanais diplômé aux États-Unis, dont il a fait la connaissance 3 ans plus tôt. Khalid Sheikh Mohammed connaît bien les USA. Et pas seulement parce qu'il a fait des études d'ingénierie mécanique en Caroline du Nord. Le 26 février 1993, une bombe détruit le parking souterrain de la tour nord du World Trade Center, faisant 6 morts et plus de 1000 blessés. Le cocktail de 600 kilos d'explosifs a été mis au point par Ramzi Youssef, à l'aide de l'argent de son oncle. Et cet oncle n'est autre que Khalid Sheikh Mohammed. En 1993, l'ingénieur pakistanais prévoyait que la tour touchée par la déflagration s'effondrerait sur sa jumelle, causant un nombre bien plus important de victimes. La tour est restée debout. Mais Ben Laden salue l'initiative en lui confiant le département des opérations extérieures d'Al-Qaïda. Autrement dit, des attentats en Occident. Ensemble, ils projettent d'envoyer des avions de ligne s'écraser contre le World Trade Center. Et cette fois-ci, il n'y a aucun doute. Les tours jumelles tomberont. Automne 1999. Depuis 3 ans, l'unité Ben Laden de la CIA est incapable de mettre la main sur le banquier du djihadisme. À Langley, siège des services de renseignement américains, les agents ont pourtant établi une cartographie assez précise d'Al-Qaïda et de son organigramme. À sa tête, Ben Laden, le financier, Ayman al-Zawahiri, l'idéologue, et Khalid Sheikh Mohammed, l'architecte. À sa base, un réseau tentaculaire plus ou moins formel de combattants disséminés à travers le monde. Des cibles bien trop nombreuses pour des services secrets américains dont le budget diminue chaque année. Ben Laden a conçu Al-Qaïda comme une franchise, un label. Chaque membre dispose d'une grande liberté pour mener son djihad contre l'Occident, à condition d'adhérer aux revendications du Front islamique mondial contre les Juifs et les croisés. Comme n'importe quelle marque, l'organisation de Ben Laden fait profiter ceux qui s'en réclament de sa réputation et de son rayonnement à l'international. L'ex-saoudien a retenu les leçons de son père. Tel un PDG du djihadisme, il fait fructifier ses affaires à l'abri du régime des talibans. George Tenet, le directeur de la CIA, a opté pour une approche martiale du problème Al-Qaïda. Des agents doubles doivent infiltrer les forces paramilitaires afghanes dans le but de se rapprocher de Ben Laden. L'un des volets de cette opération consiste à reprendre contact avec les résistances que la CIA finançait pendant la guerre contre l'URSS, et particulièrement avec Ahmed Shah Massoud. Le commandant Massoud est l'ennemi farouche des talibans qui l'ont chassé du pouvoir en 1994. Et George Tenet espère pouvoir s'appuyer sur les Moudjahidines pour combattre Al-Qaïda sur son terrain et capturer Ben Laden. En octobre 1999, Massoud accepte de collaborer avec les CIA. Pour prouver sa bonne foi, il avertit les Américains qu'Al-Qaïda est en train de mettre sur pied une attaque de grande ampleur.
Durant l'hiver 1999, Oussama Ben Laden rencontre les candidats qui devront prendre part à son projet d'attentat. De jeunes hommes révoltés contre l'impérialisme occidental et la politique israélienne en Palestine. C'est Mohamed Eidar Zamar, un djihadiste allemand d'origine syrienne, qui les lui adresse depuis Hambourg. Le plus diplômé de ces postulants, l'Égyptien Mohamed Atta, est architecte et rédige une thèse sur la civilisation arabe. Oussama Ben Laden le choisit pour coordonner les hommes qui participeront à l'attentat. Comme lui, Atta est issu d'une famille aisée et il est allé à l'université. Le milliardaire lui confie à lui seul les détails de l'opération. 4 avions de ligne américains détournés par 20 djihadistes et 5 hommes par appareil, un pilote par équipe. Destination finale, la mort. Ben Laden envoie Mohamed Atta dans l'un de ses camps d'entraînement. Le 18 janvier 2000, le doctorant enregistre son testament sur VHS. Grâce au concours des services secrets allemands, la CIA suit à la trace Mohamed Atta et ses complices. En mai 2000, l'Égyptien obtient un visa tourisme et affaires pour les États-Unis. Le 3 juin 2000, il pose le pied sur le sol américain. La CIA cesse de le surveiller. Ce qui se passe à l'intérieur des frontières n'est plus de son ressort. D'autant moins en cette période électorale qui signe la fin des 2 mandats de Bill Clinton. En novembre, le 43e président des États-Unis d'Amérique prendra ses quartiers à la Maison-Blanche. Et tout sera peut-être à refaire. Le renseignement américain perd donc la trace de Mohamed Atta. Il est pourtant la clé de voûte d'un réseau qui s'apprête à commettre l'attentat le plus meurtrier de tous les temps. Depuis les montagnes de l'Hindoukour, Ben Laden suit les préparatifs de l'attentat. De l'autre côté de l'Atlantique, Mohamed Atta s'est inscrit dans une école de vol du sud de la Floride. Il obtient son certificat de pilotage en novembre 2000, en même temps que Marwan al-Shehi, qui doit détourner un 2e avion. En parallèle, l'Égyptien étudie les cockpits de différents appareils. Boeing 747-200, Boeing 767-300ER, Airbus A320. Les modèles des avions ne sont pas encore connus. Tout dépendra du jour, de l'heure et de l'aéroport de départ. En attendant ce jour, reclus dans son repère afghan, Ben Laden prend son mal en patience et continue d'étendre la toile d'Al-Qaïda. Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. « 12 octobre 2000. Le destroyer USS Cole fait escale dans le port d'Aden, au Yémen. Les 300 hommes de la Navy qui composent l'équipage attendent le ravitaillement. Le lance-missile de 154 mètres est en route pour le golfe Persique, où il prend part à l'embargo contre l'Irak. Plusieurs barges doivent l'accoster afin de récupérer ses déchets. Ce 12 octobre, autour de midi, les 2 premières sont déjà passées quand une petite vedette approche du navire. Un esquif dont l'allure est anormalement élevée. À son bord, 2 hommes sourient aux marins qui le regardent approcher depuis le bastingage. La vedette aborde finalement le flanc gauche du Cole et explose quelques secondes plus tard avec sa cargaison de C4. La déflagration creuse un trou béant dans la coque blindée du destroyer et emporte la vie de 17 marins. C'est la branche yéménite d'Al-Qaïda qui s'est chargée de faire sauter l'USS Cole. Le Yémen, berceau de la famille Ben Laden. La stratégie d'Oussama Ben Laden fonctionne. Son organisation est capable d'atteindre les États-Unis partout dans le monde. Et bientôt, jusque sur leur sol où les djihadistes s'apprêtent à leur porter un coup fatal. Ben Laden est optimiste au sujet des attentats contre le World Trade Center. Avec Khalid Sheikh Mohammed, il a calculé le nombre de victimes et d'étages touchés en fonction de la position des avions au moment où ils s'écraseront sur les tours. Le milliardaire a été ingénieur dans le bâtiment et il n'a pas oublié le métier. Il sait que l'incendie provoqué par les crashs fera fondre la structure des tours et qu'elles s'écrouleront, infligeant aux États-Unis des blessures aussi éternelles que les neiges qu'il voit de sa fenêtre. Pour se venger, la première puissance mondiale viendra le chercher ici, en Afghanistan, tombant dans le piège qui lui a tendu.
Alors l'Amérique subira une défaite plus cuisante encore que celle de l'Armée rouge 10 ans plus tôt. « 5 janvier 2001. À la DGSE, les services secrets français, une note de synthèse de 5 pages atterrit sur le bureau du chef de cabinet. Elle concerne les menaces d'Al-Qaïda contre les États-Unis et reprend l'ensemble des échanges entre Ben Laden et les talibans. Le document s'intitule « Projet de détournement d'avions par des islamistes radicaux ». Rien de nouveau sous le soleil. Le Front populaire de libération de la Palestine le faisait déjà dans les années 70. Mais à l'époque, les avions explosaient dans le désert, sans personne à bord. La note rend compte d'une réunion durant laquelle Oussama Ben Laden et ses associés ont pris la décision de maintenir l'attentat. La DGSE transmet l'information à la CIA. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, la note tombe dans l'oubli. Le FBI, l'immigration et les services de renseignement américains ne se coordonnent pas pour lutter contre les menaces, laissant aux terroristes d'Al-Qaïda tout le temps de s'organiser. « 9 septembre 2001. Dans 2 jours, Oussama Ben Laden savourera sa victoire. Dans 2 jours, comme il l'avait prédit, l'Amérique devra ramasser les corps de ses enfants jusque sur son sol. Et bientôt, les États-Unis déclareront la guerre à l'Afghanistan. Pour que le piège fonctionne parfaitement, Ben Laden doit encore se débarrasser d'un dernier obstacle, le commandant Massoud. Parce qu'elle connaît le pays sur le bout des doigts, son armée pourrait être plus redoutable encore que celle de l'envahisseur. Le Saoudien déchu a donc envoyé 2 de ses hommes s'occuper du problème Massoud. 2 faux journalistes qui ont transformé leur caméra en bombe. L'attentat est un succès. Plus rien ne s'oppose au plan de Ben Laden. 11 septembre 2001. 7h59. Aéroport international de Boston. Le vol AA-11, à destination de Los Angeles, décolle avec 14 minutes de retard. Le Boeing 767, aux couleurs d'American Airlines, transporte 81 passagers et 11 membres d'équipage. Un peu plus de la moitié de sa capacité. En classe affaires, l'homme qui occupe le siège 8D s'appelle Mohamed Atta. Il a embarqué en même temps qu'Abdulaziz Al-Omari, un ressortissant saoudien. Al-Omari n'est d'ailleurs pas l'unique passager de l'avion originaire d'Arabie Saoudite. En première classe se trouvent 3 de ses compatriotes, 5 hommes en tout, qui n'ont aucune intention d'aller à Los Angeles. En Afghanistan, c'est le milieu de l'après-midi. Ben Laden se réfugie dans les montagnes avec ses hommes de confiance. Les galeries creusées à même la roche les protègent d'une éventuelle riposte américaine dans les heures qui suivront l'attentat. En 1998, Ben Laden avait échappé de peu au missile Tomahawk de l'US Navy, lancé dans le cadre de l'opération Infinite Search. Aujourd'hui, il n'est pas question pour lui de louper son triomphe. À l'abri d'une caverne, les djihadistes se réunissent autour d'un poste de radio. Leur leader allume le transistor et le branche sur la BBC. 8h19. Au centre de réservation d'American Airlines, une opératrice reçoit un appel depuis la ligne d'urgence du vol AA-11. À l'autre bout du fil, Betty Hong, une hôtesse de la compagnie, affirme que sa supérieure a été poignardée. La cabine est remplie de gaz lacrymogène. C'est irrespirable. 2 minutes plus tard, le centre de contrôle du trafic aérien de Boston perd le signal de l'avion. La communication avec le cockpit est rétablie brièvement à 8h24. Une voix masculine s'adresse aux passagers. « Restez juste calme et tout ira bien pour vous. Nous retournons à l'aéroport. » Mais l'homme s'est trompé de bouton. Pensant s'adresser à la cabine, il vient d'informer le centre de contrôle qu'un détournement est en cours. Dans sa cachette, Ben Laden ne peut qu'imaginer les événements qui se déroulent à l'autre bout du monde. Il est l'un des seuls êtres à savoir ce qui va se passer. Il a tous les détails en tête. Il attend patiemment le flash info qui l'informera du succès de l'attentat. Pour ces hommes, la surprise en sera que plus belle. 8h29. Amy Sweeney contacte la direction des services aériens d'American Airlines à Boston. L'hôtesse de l'air livre le plus de détails possible sur ce qui se passe à bord du vol AA-11. Des hommes d'origine moyen-orientale ont poignardé 2 de ses collègues et égorgé un passager, le pilote et le copilote. Les terroristes sont enfermés dans le cockpit.
personne ne peut les déloger. Le contrôle du trafic aérien de Boston alerte le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord. 2 avions de chasse F-15 se préparent à décoller de la base de Mashpee, située à moins d'une centaine de kilomètres de Boston. Ils ont pour mission d'intercepter le Boeing 767. Ils n'en auront pas le temps. À 8h44, Amy Sweeney, toujours en ligne avec American Airlines, indique que l'appareil est en descente rapide. « Oh mon Dieu, on vole beaucoup trop bas. » 2 minutes plus tard, à 8h46, le vol AA-11 s'écrase sur la tour nord du World Trade Center. Dans les cavernes de l'Hindoukour, le transistor diffuse le flash spécial de la BBC. Aussitôt, les Allahu Akbar résonnent et font vibrer la montagne. Les djihadistes exultent. L'Amérique a été frappée en son cœur. C'est une grande victoire pour Al-Qaïda, le djihad mondial. Ben Laden, lui, reste stoïque, fidèle à lui-même. Et il impose le silence à ses hommes. Ce n'est pas encore fini. 9h03. Le Boeing 767 du vol United Airlines 175, piloté par Marwan al-Shehhi, percute la tour sud du World Trade Center. 9h37. À Washington, le vol American Airlines 77 heurte la partie ouest du Pentagone, le quartier général du département américain de la Défense. 10h03. Le vol United Airlines 93, un Boeing 757-200 transportant 44 personnes, s'écrase près de Shanksville, en Pennsylvanie. Les passagers se sont révoltés contre les terroristes en forçant l'avion à s'abîmer dans un champ. 9h58. La tour sud du World Trade Center s'effondre 55 minutes après avoir été touchée. À 10h28, sa jumelle la suit dans la mort. Le nuage de poussière recouvre tout. Les victimes se comptent par milliers. C'est l'apocalypse. La fin d'un monde. Pour Ben Laden, l'attentat est un succès sans précédent. L'ex-saoudien a prouvé à l'Amérique qu'elle n'était pas invincible. Il l'a privée de 3000 de ses enfants. Il sait que la réaction des États-Unis sera à la hauteur de l'affront. Et que le président George W. Bush, digne héritier de son père, va se précipiter dans le traquenard afghan. Le 7 octobre 2001, Ben Laden adresse un enregistrement à la chaîne de télévision qatari Al Jazeera. En guise d'ultime provocation, fixant l'objectif, il remercie Allah d'avoir détruit les plus grands édifices des États-Unis et rempli le pays de terreur. Et il demande à Dieu d'accueillir les djihadistes au paradis. Le jour même, le président Bush déclare la guerre aux talibans qui couvrent Ben Laden. Associé aux forces militaires britanniques, l'armée américaine débute les hostilités par une série de bombardements aériens et de tirs de missiles de croisière. Le 14 novembre, 5 semaines après le début de l'offensive, Kaboul tombe aux mains de la coalition. Le régime des talibans est renversé. Pourtant, ce n'est que le début d'une guerre qui va durer 20 ans. Les États-Unis sont bel et bien tombés dans le piège de Ben Laden. Le milliardaire, lui, s'enfuit vers le Pakistan. Et la première puissance mondiale semble toujours plus impuissante à le mettre hors d'état de nuire.